Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy. Sur Sud Radio. La recherche en France n'est pas au point mort concernant les expériences de mort imminente. Une association essaie de faire progresser la science et ce, depuis pas mal d'années. Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Yant France existe depuis 20 ans. Créé en 1987, donc où en sont-ils? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Qu'est-ce que nous allons découvrir avec eux? Eh bien, ce soir, ils seront mes invités. Je recevrai pour commencer Evelyne Sarah Mercier, qui est anthropologue. Elle a créé Yant France et elle en est actuellement la présidente. Je recevrai également Nicole Leblond, psychologue, qui s'est intéressée aux passerelles entre l'état de béatitude mystique et ce que vivent les personnes lors d'une expérience de mort imminente, surtout lorsqu'ils rencontrent la lumière. Faire un parallèle entre ces deux états. Enfin, le docteur Jean-Pierre Jourdan sera mon invité car il est le directeur du groupe de recherche de cette même association. Évidemment, si vous voulez me contacter 0826 300 300, si vous avez vécu un phénomène paranormal, n'hésitez pas à m'en faire part pour une prochaine émission. On fait pas trop d'émissions avec des témoignages, on est en plein déménagement, donc ne vous inquiétez pas, tout ça va se caler, j'espère, d'ici une quinzaine de jours. Alors 0826 300 300, boîte vocale Les Aventuriers de l'étrange pour me contacter, et puis vous n'oubliez pas de me laisser vos coordonnées. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy. Sur Sud Radio. Evelyne Sarah Mercier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange pour faire un petit peu le point sur Yant France, l'association dont vous êtes la présidente et fondatrice d'ailleurs. Une première question, vous avez fondé cette association, vous l'avez créée en 1987, c'est ça ? Fin 87, oui, on a commencé à travailler tout début 88. Bien. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce type d'association, et à vous engager dans cette trajectoire? En fait, c'est un peu une expérience personnelle ou une conviction personnelle, appelez ça comme vous voulez. À l'époque, j'étais cadre financier dans une grande entreprise de bâtiment, de BTP en fait. Et puis, j'ai lu le livre de Van Hersel, donc c'était en 86, juin 86, parce que j'avais entendu sur France Culture. Et c'est la source noire, comme pour beaucoup de Français, c'était un peu une révélation, un peu un choc. J'ignorais toute la question auparavant. Et j'ai eu un peu un rêve, enfin une voix dans la nuit qui m'a réveillée. Ouais. Et ça a été une sorte de prise de conscience qui a fait que le lendemain, j'ai décidé de me consacrer à ça. Je savais pas encore que j'allais m'occuper des NDE parce que le livre de Patrice Van Hersel, La Source Noire, parlait à la fois de l'accompagnement des mourants et des NDE. En fait, c'était plutôt les NDE qui m'intéressaient. Et puis ça s'est décidé assez rapidement. Donc j'étais cadre financier à l'époque, donc j'étais économiste. Et j'ai fait une réorientation professionnelle, la première, enfin ma première réorientation, puisque j'en ai fait quelques-unes depuis. Et là, j'ai décidé de faire l'anthropologie pour étudier ce phénomène, puisque l'anthropologie était peut-être le lieu universitaire où il y avait le plus de liberté pour aborder cette question. Ouais. Donc j'ai contacté Louvain-Saint Thomas, que je ne connaissais pas avant, mais on m'a conseillé de le contacter. Et c'est à lui que j'ai proposé la création de Yant à ce moment-là. Donc ça a été très très brutal, et c'était pour moi un changement de vie. Oui, radicalement, oui. Radicalement. Après ce diplôme d'anthropologie à Paris 5, c'est ça. Vous avez donc créé. Vous êtes bien renseigné. Ah ben oui, mais attendez, on travaille avant quand même d'appeler nos invités. C'est la moindre des choses. Qu'est-ce que vient de sortir encore? Non, je vous en prie. Donc, vous avez fait ce diplôme, vous avez passé ce diplôme d'anthropologie. Et par quel bout avez-vous abordé ce sujet des expériences de mort imminente ou des NDE? Je l'ai abordé par le bout qui s'imposait, c'est-à-dire l'approche pluridisciplinaire. Donc, on a réuni une équipe de chercheurs de tous ordres. Il y avait des psychanalystes, il y avait des médecins, il y avait des anthropologues, Louis Saint-Thomas était anthropologue, psychologues, attendez, qu'est-ce que j'oublie encore, des spécialistes des religions.
Ouais. Enfin bon, toutes les disciplines qui pouvaient avoir quelque chose à dire sur la NDE, donc on les a rassemblées. Il y avait des réunions avec des groupes spécialisés chaque semaine, donc c'était quand même un gros travail. Et donc ça faisait une réunion par semaine pour chaque groupe, et on essayait de travailler ensemble sur les témoignages, donc on recueillait des témoignages aussi, et on essayait de voir par ces différentes lorgnettes ce qu'on pouvait comprendre de la NDE. Alors je peux pas dire qu'il y ait eu, alors malgré cette recherche de pluridisciplinarité, je peux pas dire qu'il y ait eu vraiment de transdisciplinarité, c'est-à-dire qu'il y a il n'y a pas de synthèse, si vous voulez, qui est ressortie de façon très très claire, mais enfin il n'y en a toujours pas. Hein. Donc, à mon avis, c'est un petit peu ce qui manque à la NDE, c'est une approche proprement plus transdisciplinaire, c'est-à-dire qui traverserait un peu toutes les disciplines pour essayer de trouver un pont entre elles et de comprendre ce phénomène humain dans sa complexité. Oui, parce que l'homme est complexe, bien sûr. Psychologique, physiologique, culturel. Elle interroge la dimension religieuse, elle interroge la trajectoire de vie, pourquoi on fait cette expérience, pourquoi certains et pas d'autres. Et tout est mêlé, le physiologique, le psychologique, le culturel, enfin l'historique, si vous voulez. Donc, déjà, je dirais que c'est pas une tâche simple d'arriver à synthétiser toutes ces connaissances. J'imagine. Est-ce qu'il y a eu quand même une expérience ou un événement déclencheur? Vous voulez parler de quoi? Pour qui? Pourquoi là? Pour vous, je ne sais pas, un voyage en Afrique. C'est pas compliqué. Ouais. Je me suis réveillée à 2h du matin, j'ai entendu Yance, alors c'était un rêve, c'était je sais pas trop quoi, on peut pas. Les interprétations sont libres. Et du jour au lendemain, j'ai décidé de tout lâcher, de me lancer là-dedans. Et ça, c'était un événement personnel. Tout à fait. C'est-à-dire que ça a eu la brutalité d'une NDE. C'est-à-dire que j'ai fait un changement de vie comme quelqu'un qui a vécu une NDE pourrait en faire un. Oui. Yance est une association de niveau international. Enfin, il existe Yance anglo-saxon. À l'origine, l'association est américaine. Elle a été fondée par Yance, John Odette, début des années 80. Et c'était un petit peu logique. Disons que Patrice Van Hersel en parlait puisqu'il est allé les voir pour faire son enquête. C'était assez logique de se rattacher à ces pionniers pour créer une association française qui avait les mêmes buts finalement, puisqu'ils sont pluridisciplinaires, il n'y a pas de parti pris religieux ou pas de parti pris théorique affiché, en tout cas, il n'y a pas de ligne directoriale sauf une approche scientifique si vous voulez. Donc c'était assez logique de se rattacher à eux, donc on leur a demandé l'autorisation d'utiliser le nom et puis on s'est relié à eux. Oui, est-ce qu'il y avait un cahier des charges? Eux ne nous ont pas donné. C'est nous qui l'avons créé, le cahier des charges, et on était à peu près tous d'accord avec tous ceux qui étaient là au début de l'association sur l'approche délibérément scientifique, c'est-à-dire une approche que j'avais définie comme une démarche d'ouverture, de rigueur et de raison. Ouais. Donc toutes les opinions sont admises à partir du moment où elles sont justifiées, argumentées, où elles ne sont pas délirantes. Il n'y a pas de parti pris théorique a priori, même si c'est difficile pour tout un chacun, même un chercheur, de se départir complètement de ses a priori. On a tous une sensibilité, une trajectoire de vie qui nous porte à telle philosophie ou à telle autre. Mais il y avait quand même ce parti pris, c'est-à-dire d'ouverture quand même et de démarche scientifique. Et on y tient toujours. Je veux dire, on n'a pas dérivé d'un iota de cette ligne-là. C'est peut-être ce qui a fait qu'on a perduré. Si on devait faire, parce que ça fait 20 ans révolu maintenant que votre association Yance France, ça nous rajeunit pas tout ça. Alors que Yance France, donc, que vous avez créé avec d'autres, existe. Oui, bien sûr. Un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Quel serait le bilan de 20 ans d'activité? Alors, on a quand même quelques publications. Il y a des publications qui sont nos propres publications et puis on a publié un petit peu partout quand même. On a participé à des colloques internationaux, donc on a contribué quand même à la diffusion et à la recherche scientifique dans le domaine, la diffusion de la recherche scientifique de nos approches à nous. Et puis à l'acceptation quand même, je crois, par le public en général et par les médecins, les chercheurs, de la NDE comme une expérience authentique. C'était pas une expérience délirante, si vous voulez, parce que, ce qui veut rien dire de la réalité de l'expérience, mais c'est une expérience qui n'arrive pas à des gens qui sont fous, c'est une expérience qui a certaines régularités, donc on peut reconnaître en tant que telle, c'est pour ça qu'elle est labellisée sous le nom de NDE ou de EMI, et qui existe réellement,
Et là, je crois que c'est un point fort qui est apporté à notre crédit, c'est qu'on a fait respecter cette expérience. Ouais. On a été un lieu aussi où les personnes ont pu parler. Alors, pour la première fois souvent. Donc, ces personnes qui ont vécu l'N2, qui sont un peu déroutées par cette expérience, c'est difficile d'en parler parce que comme les gens ne comprennent pas très bien que c'est un peu extraordinaire quand même, elle n'est pas toujours bien reçue, soit par l'environnement immédiat, la famille, soit par l'environnement médical. Donc c'est difficile d'en parler. Et vous savez bien que la première chose à faire quand on a vécu quelque chose d'un peu traumatisant, parce que le traumatisme peut être positif ou négatif, c'est la première chose, c'est de pouvoir en parler, d'être reçu, écouté, sans être tout de suite catalogué, étiqueté. Donc Yans a permis cela, a permis cette écoute informée. Est-ce que vous avez senti une évolution justement dans le sens où je suppose que en 87, lorsque vous avez créé cette association, il devait y avoir, vous deviez recevoir des gens extrêmement étonnés que d'autres personnes aient vécu le même phénomène qu'eux. Est-ce que ça s'est atténué un peu avec le temps? Est-ce que l'information dans le grand public maintenant devient non pas banale, mais au moins connue? Je pense que ça a bien évolué, oui, que c'est de plus en plus connu. Néanmoins, tous ceux à qui ça arrive ne sont pas forcément informés. Oui. Donc même si les statistiques pourraient montrer, si on les faisait, qu'il y a beaucoup plus de population informée, c'est pas pour autant que si c'est 80% de la population qui est informée, ceux qui ont une NDE vont tomber sur ces 80%, ils vont peut-être tomber sur les 20%. Donc disons que c'est plus facile pour les personnes qui ont vécu une NDE de se raccrocher à ce type d'expérience parce qu'on en parle beaucoup plus largement. Donc ils savent beaucoup plus où se diriger, ils savent beaucoup plus que c'est une expérience connue. Alors que c'est moins tabou maintenant, je veux dire. Oui, bien sûr, c'est moins tabou, oui, tout à fait. Ah mais attendez, c'est pas mal comme progression parce que il y a 20 ans, c'était pas évident du tout, hein. Oui, bien sûr, tout à fait. Oui, c'est ce que je vous disais, c'est ce qui est apporté à notre crédit, c'est quand même cette information, sa prise au sérieux et l'écoute beaucoup plus bienveillante et ouverte qui s'est produite, oui, tout à fait. Oui. En revanche, ça c'est pour le côté populaire et pour le côté plutôt scientifique. Est-ce que vous avez senti une évolution? C'est difficile à dire, ça. Je sais que, par expérience, pour ce que j'ai pu constater dans les émissions que j'ai pu faire, en parlant, enfin, c'est un petit peu, c'est pas une représentation statistique sur un grand nombre, si vous voulez. Mais quand même, les scientifiques, en général, n'osent plus se moquer ou dire que cette expérience n'est pas intéressante ou que c'est juste une hallucination. Donc, les scientifiques ont évolué à ce niveau-là. Elle a un statut un petit peu à part par rapport à d'autres expériences, je dirais. Néanmoins, c'est pas pour autant qu'il y a eu des investissements dans la recherche. Oui. Concrètement, c'est ça, c'est que il n'y a pas plus de moyens qu'avant. Il n'y a pas plus. Il y a des étudiants, bien sûr, qui font des recherches ici et là, des chercheurs un peu isolés quand même. On n'arrive pas à avoir une recherche de vraies structures structurées, oui. Ça, pour le moment, ça n'existe pas. Et peut-être que ce sera toujours comme ça, j'en sais rien, moi. Peut-être que c'est le sujet en lui-même qui est... pourtant, ça mériterait quand même une approche, peut-être pas une unité de recherche complète, mais enfin bon, ça nécessiterait quand même un cours en université, ça pourrait le nécessiter quand même, le justifier, parce qu'il y a de quoi raconter, de quoi raccrocher à quand même beaucoup de disciplines existantes. Ça pose beaucoup d'énigmes à tout niveau et c'est quand même une recherche anthropologique à plein titre, si vous voulez. Nous sommes d'accord sur l'intérêt de Corée Science à se pencher sur ces expériences et sur ceux et celles qui l'ont vécu. Mais en 20 ans, vous le constatez vous-même, ça n'a pas bougé d'un iota. Qu'est-ce qui pourrait... peut-être pas, mais enfin, ça n'a pas beaucoup bougé. Oui, enfin, je veux dire, il n'y a toujours les pas... mentalités, ça a bougé. Il n'y a pas d'UV consacré... exactement. On est d'accord. À la fac, il n'y a rien. Non. Dans les unités de recherche, encore moins. Et ça n'est pas près d'arriver, visiblement. Enfin, je pense pas, non, je pense voilà. que... Voilà, nous sommes d'accord. On n'est pas très bien partis de ce côté-là. Donc, alors, justement, qu'est-ce qui manque pour que cela puisse se déclencher? Est-ce que l'étiquette paranormale finalement ne plombe pas, si je puis me permettre, le dossier expérience de mort imminente?
Ça, c'est tout à fait possible, parce que nous, au niveau de Jans, on évite le mot paranormal, on évite de s'associer à ce mot-là et à tout ce qui l'entoure, parce qu'on a compris dès le départ. D'abord, on considère pas qu'on est dans le paranormal, même si paranormal, il faudrait réfléchir sur ce que ça veut dire étymologiquement. Oui, tout à fait. Hein, mais le mot même, malgré son étymologie, est associé à d'autres choses, quoi. Hein, à tout un monde qui effectivement n'a pas forcément bonne presse, à juste ou moins juste raison. Donc c'est vrai que si on s'axe, si on se focalise sur les aspects un peu extraordinaires, un peu magiques de l'expérience, c'est pas ça qui va attirer les scientifiques. Je pense qu'il vaudrait mieux l'aborder. Alors peut-être que ce qui manque, c'est effectivement une approche qui correspondrait à des approches plus universitaires qui s'appesantirait pas sur les aspects paranormaux pour se consacrer sur, par exemple, la genèse du religieux, qui l'inscrirait dans le renouveau des mouvements religieux, qui réfléchirait sur l'anthropologie en général. Bon, c'est vrai que je suis anthropologue, donc j'ai tendance à privilégier ce point de vue-là, mais l'anthropologie, c'est la science de l'homme en général, donc qui analyse les multiples dimensions de l'homme. Oui. Donc c'est pareil, comment corréler au niveau chimie, il y a des c'est choses ça, comment intéressantes. corréler ce qui se passe dans le cerveau, l'expérience, la psychologie et la psychologie religieuse. Enfin bon, c'est un monde énorme et qui aurait vraiment droit de citer dans les universités. Donc peut-être que ce qui manque, c'est disons peut-être une œuvre de synthèse qui démontrerait vraiment la pertinence de la NDE comme une expérience qui existe depuis les fondements de l'humanité et qui perdure à l'heure actuelle. Donc qui interrogerait aussi, par exemple, pourquoi l'évolution l'a conservée, cette expérience, puisqu'après tout, pourquoi existe-t-elle toujours en nous? Si on considère qu'elle existait depuis les temps où l'homme a commencé à se dresser sur ses deux pattes et à penser un petit peu, si elle a perduré actuellement, si la sélection si l'évolution l'a conservée, c'est sûrement qu'elle a une raison, une nécessité. Alors laquelle? Et ça, c'est quand même un sujet important. Ouais. Evelyne Sarah Mercier, une première pause. On se retrouve dans quelques secondes dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio pour continuer avec vous à découvrir l'association que vous avez participé à fonder en France et dont vous êtes la présidente actuellement, Jans France. À tout de suite. Sud Radio. Les Aventuriers de l'étrange. Evelyne Sarah Mercier, présidente de Jans France, est mon invitée sur Sud Radio ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange. Tout à l'heure, j'aurai le plaisir de recevoir Jean-Pierre Jourdan, directeur de la recherche médicale de Jans France, et puis également Nicole Leblond, qui est psychologue, clinicienne et psychothérapeute, qui fait partie également de Jans France. Evelyne Sarah Mercier, à titre personnel, que pensez-vous de ce que vivent ceux et celles qui sont passés derrière le rideau? Est-ce que vous pensez que c'est concret? Non, mais tangible, que c'est une réalité? Voilà. Alors là, on rentre dans un vaste sujet, parce que qu'est-ce que la réalité? Je suis d'accord avec vous. C'est une réalité psychologique, ça c'est sûr. Ils ont vraiment vécu cette expérience. Ils ont vraiment vécu quelque chose qui les a changés, c'est clair. Ils ont même vraiment vécu quelque chose qui s'est passé dans leur structure neurophysiologique. Ça, c'est évident. Ça laisse des traces. Comment? Ça laisse des traces? Ça laisse des traces, on les a pas enregistrées, mais toute expérience de toute façon s'inscrit dans notre système neurophysiologique. Je sais pas. Ça s'inscrit dans nos synapses, ça s'inscrit dans nos connexions neuronales. Enfin bon, toute expérience, surtout très forte, s'inscrit dans notre cerveau. Donc forcément, elle a une base même matérielle, si vous voulez. Bon, là vous posez une question extrêmement compliquée. Et c'est toujours le schéma un peu bipolaire de la recherche, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est pas réel? Voilà. Alors on est bien avancé avec ça, on est toujours dans des sortes de positivisme, soit c'est une hallucination, soit elle est bien réelle parce qu'ils ont perçu des choses bien réelles. Et à ce moment-là, on va chercher qu'est-ce que pourrait être cette autre réalité, et bon. Donc, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre tout de go, comme ça, de façon simple. Alors, moi, je suis persuadée qu'ils ont vécu quelque chose de réel. Est-ce que cette réalité... Qu'est-ce que c'est que cette réalité? C'est autre chose. C'est une autre question. On peut aimer, on peut rêver, on peut... imaginer des choses, on peut vivre des choses, toute notre réalité psychique, elle est réelle, mais elle n'est pas concrète, si vous voulez. Mais ça n'empêche pas qu'elle règle nos vies
et qu'on ne peut pas considérer que c'est pas de la réalité. Donc, je sais pas quoi vous dire. Moi, ce que je veux dire par là, vécu. Il y a au bout de ce tunnel, une lumière, dont on s'accorde à dire évidemment qu'elle est commune à quasiment toutes les expériences de mort imminente, à toutes les NDE, et tous ceux qui l'ont vécu la décrivent de la même manière. Moi, il y a vraiment, avec des nuances quand même, hein. Donc il y a des différences de couleurs. Oui, mais enfin, je veux dire, du vécu, du vécu et du ressenti, c'est à peu près la même chose. Oui. Alors la question c'est, est-ce qu'on est devant une lumière qui existe à l'extérieur de nous ou à l'intérieur de nous, enfin qu'importe. Une lumière réelle qui en même temps est une lumière animée, si vous voulez, tout à fait. qui fait éprouver quelque chose. Alors la question c'est, est-ce qu'on est en face effectivement de cette lumière avec ces caractéristiques-là, ou est-ce que ça correspond à une perception, à un état intérieur qui est perçu sous forme de lumière et qui est associé avec des émotions? C'est la question. Oui. Parce qu'on peut tout à fait l'envisager. On peut tout à fait envisager que l'ensemble des événements du NDE soit une sorte de télescopage de phénomènes neurophysiologiques et de phénomènes psychologiques. Et que tout ceci s'organise selon des schémas alors qui correspondent à nos structures de représentation, à nos structures anthropologiques de l'imaginaire. Oui, que l'on a dans l'inconscient depuis... Le titre d'un livre connu, selon des règles culturelles. Parce que, vous voyez, je suis par exemple, j'ai fait une expérience au Gabon qui est de type NDE parce que j'ai voulu aller expérimenter de l'intérieur ce que c'était que cette expérience. C'était en 1995, c'était après avoir mâché des racines, c'est ça? Oui, je suis allée au Gabon et j'ai fait une initiation qui s'appelle l'initiation Bouiti avec de l'iboga. L'iboga, c'est une racine d'arbre, et donc c'est une initiation de type traditionnel, une initiation religieuse. Parce que oui, tout à fait. J'ai fait une initiation de type religieuse. Donc on mâche de l'iboga, on rentre dans un coma plus ou moins profond, tout dépend des personnes, des physiologies, des doses que l'on prend, une sorte d'auto-intoxication, et puis selon eux, notre corps est tué et on voyage au pays des ancêtres. Donc voilà. Donc a priori, ça pouvait ressembler à une NDE. Donc, tout à fait. Comme dans la NDE d'ailleurs courante, c'est pas parce qu'on prend la plante et qu'on se trouve dans un état physiologique particulier qu'on va vivre l'expérience, puisque certains font la même initiation avec l'iboga et n'ont pas d'expérience et d'autres l'ont. Mais si vous interrogez un petit peu les autochtones, si vous lisez un petit peu ce qu'ils racontent sur leur expérience, structurellement ça ressemble, mais les personnages, par exemple, c'est les personnages de leur panthéon. Les explications qu'ils en donnent, c'est les explications de leur panthéon. Donc c'est tout ça. Ce sont des expériences qui existent à la fois psychologiquement, à la fois neurophysiologiquement, mais qui prennent des formes qui correspondent à leur environnement culturel. Et à leur histoire, évidemment. À leur histoire, à leur environnement culturel. Dans toute l'initiation, d'ailleurs, il y avait une partie qui était l'explication de la religion, du panthéon, comment est fait le ciel, quels sont ses habitants, etc. Et dans l'initiation, on rencontrait concrètement, si vous voulez, à travers l'expérience, on rencontrait cette cosmologie. Et en fait, l'initiation, c'était quand même un outil d'intégration sociale. Et la NDE pourrait jouer ce rôle, d'ailleurs. Alors, simplement pour vous dire que ce qu'on appelle la lumière, c'est vrai qu'on les trouve ailleurs, mais quelquefois ça a d'autres formes, d'autres noms. Donc, je pense que l'expérience est commune, mais après, c'est son interprétation. Et dans le cadre de cette expérience, est-ce que vous avez rencontré cette lumière ou des éléments d'une NDE? Moi, si je la mets sur l'échelle de Grayson, puisque l'échelle de Grayson, c'est une échelle qui, a posteriori, enfin, c'est un outil de mesure statistique, si vous voulez, qui, a posteriori, à partir de certains critères, permet d'identifier une expérience, enfin, de la qualifier en tant que NDE ou non NDE. Donc, si je passe mon expérience au crible de l'échelle de Grayson, c'est une NDE. Voilà. Alors, après, oui, j'ai vécu quelque chose qui ressemble à une NDE. Alors, j'ai pas vécu la lumière, le bain de lumière de cette façon caractéristique, enfin celle qu'on imagine le plus fréquemment, qui est décrite le plus fréquemment peut-être, mais je suis passée par des mondes de lumière, c'est-à-dire des sortes de mondes autoluminescents, absolument magnifiques. J'ai vécu aussi des scènes symboliques où il y avait effectivement le dieu Phébus, par exemple. C'est un symbole de lumière, où il y avait beaucoup de joie. J'ai vécu des éléments de revue de vie. J'ai eu une sorte de révélation de ce que c'était, ce qu'on appelle Dieu. Enfin, bon, Dieu, c'est une étiquette aussi. Donc, j'ai
j'ai eu vraiment ce qu'on appelle une NDE, qui n'a pas forcément la typologie classique, mais les différents éléments la font reconnaître comme une NDE, mais c'est le cas de tout le monde. Oui. Enfin, le cas de tout le monde. De tous Enfin, de tous ceux qui ont vécu la NDE, c'est-à-dire qu'aucune NDE n'est pareille, mais structurellement, on reconnaît les éléments et on peut la quantifier, si vous voulez. Est-ce que vous avez eu énormément d'appels de gens qui vous écrivent pour témoigner, pour être entendus? Ah ben bien sûr qu'on en a eu. Oui, beaucoup. Maintenant, il y en a beaucoup par Internet aussi, mais oui, il y en a toujours. Bien sûr qu'on a plusieurs centaines de témoignages. Alors, dans les témoignages, il y a un peu de tout. Il y a des expériences qui sont, je dirais, plutôt paranormales, une petite proportion, et puis beaucoup qui ressemblent à NDE, des petites ou des grandes. Oui, tout à fait. Et le nombre, enfin, depuis 20 ans, le temps que vous fassiez connaître et que vous arriviez sur une sorte de plateau, si j'ose dire, en ce qui concerne les chiffres, ça a augmenté, ça a diminué, c'est toujours le même nombre, c'est stable? Est-ce qu'on peut en tirer comme ça une conclusion, une généralité plus ou moins précise sur l'ensemble de la population? Ça, c'est difficile à dire parce qu'en fait, nous, on n'a que les gens qui nous en parlent. Bien Donc, sûr, il faut considérer que ce sont des gens qui savent qu'on existe. Il n'y a pas eu d'enquête systématique. Je pense qu'il y a forcément, comme on était là, on a recueilli des témoignages. Une augmentation dans le temps, je ne peux pas vous dire vraiment. Ça, c'est impossible à quantifier. C'est sûr que les gens sont beaucoup moins gênés qu'avant pour en parler. Oui. Je veux dire, on ne peut pas donner un pourcentage de la population qui... Malheureusement, non. Malheureusement, non. Il faudrait faire un sondage de type... Sofres ou classique, médiamétrie, choses comme ça. Oui, c'est ça. Donc, par extrapolation, sur un échantillon représentatif, on pourrait tirer des pourcentages. Éventuellement. Mais non. Il y a l'enquête de Van Lommel qui a été publiée dans le Lancet en 2001, qui s'est située entre 88 et 92. C'est le meilleur outil, si vous voulez, les études a posteriori, les études prospectives, excusez-moi, sont le meilleur outil pour approcher la fréquence. Bon, lui, il estime qu'il arrive à 18%, mais il pense que c'est à peu près 12% des personnes qui ont frôlé la mort. Ce qui est énorme, quand même. C'est énorme, oui. Oui, bien sûr. On va parler maintenant de l'aspect un petit peu plus scientifique, si j'ose dire, ou recherche de preuves, entre guillemets. Evelyne Sarah-Mercier, depuis 20 ans, est-ce que vous avez une idée de ce qu'il faudrait comme preuve, comme élément pour que ce soit une preuve définitive? La preuve, alors, tout dépend de ce qu'on cherche. Mais si on cherche la preuve d'une possibilité du détachement de la conscience du corps et d'autonomie de la conscience, puisque c'est un peu... L'autonomie de la conscience par rapport au corps, oui. Oui, on est un peu tous focalisés là-dessus. En tout cas, la plupart des personnes qui s'intéressent au NDE, c'est la première question, parce que derrière, c'est la question de la survie, de l'âme et de l'après-mort. Oui, quand même. Quand même, oui. Des sujets pas mal intéressants, quoi. C'est quand même ce que suscite la NDE. Alors, moi, je vais vous dire, la seule preuve pour ça, ce serait une observation d'un objet absolument inhabituel dans un endroit qu'on ne pourrait pas percevoir d'un point de vue normal, je dirais. Quand on se déplace dans une pièce, c'est pour ça, c'est l'idée des cibles. Oui, dont va nous parler tout à l'heure Jean-Pierre Jourdan. D'ailleurs, j'ai bien l'intention de lui poser la question. On y a tous pensé. C'est le seul moyen de quelque chose de suffisamment spécifique, de suffisamment inhabituel, d'absolument imperceptible quand on arrive sur ses deux pieds, si vous voulez, et puis qu'on pourrait décrire après coup. Et vous vous rendez bien compte qu'une telle preuve, c'est quasiment impossible à obtenir, parce que la parapsychologie a déjà cherché. Je veux dire, ça fait longtemps qu'en parapsychologie, ils tentent des expériences de ce type. On n'est pas les premiers. Donc ça, je dirais que là, on est sur le même plan que ceux qui ont cherché à prouver l'existence des corporations. Là, on est sur le même, on est d'accord. exactement sur le même sujet. Donc, il y a eu des laboratoires de parapsychologie aux États-Unis qui étaient sacrément outillés, qui ont jamais réussi. Mais dites-moi, Evelyne Sarah-Mercier, quand même, vous n'allez pas me faire croire, en 20 ans d'existence de Jans France, avec le nombre, je sais pas moi, en totalité, combien de témoignages avez-vous recueillis?
200, 300? Oh bah au moins 500 quand même. Hein, au moins 500, bah, voilà. C'est pour ça, volontairement, j'ai mis la barre basse pour vous. Pour me faire réagir. Voilà. Donc, 500 témoignages au bas mot. On est d'accord. Sur ces 500 témoignages, il y a bien quand même une poignée de témoignages, admettons 10%, allez, 50 témoignages qui se sont déroulés dans des cadres cliniques ou d'hôpitaux, avec en plus des éléments tangibles, je veux dire par là, électroencéphalogramme, témoignages des soignants, etc., où on peut, en revenant sur un cas précis, apporter des éléments tout à fait concrets. C'est pas jouable, ça ? Malheureusement, quand même. Bon, peut-être que je suis passée à côté d'un cas, hein, mais non, je me permettrai pas de vous dire ça. Il faut à la fois le témoignage du témoin, le témoignage d'un tiers, et puis la chose observée, absolument incontournable en termes d'observation. Tout à fait. Eh ben, vous n'avez jamais ces trois éléments-là. Jamais. Il manque toujours une pièce. Mais même aux États-Unis, ça fait combien, 27 ans aux États-Unis, je sais plus, depuis qu'ils existent. Il n'y a pas un cas. Alors le seul cas, c'est Pam Reynolds, donc peut-être Jean-Pierre va vous parler. Oui, Jean-Pierre Jourdan nous parlera tout à l'heure. Sûrement, oui. Mais même là, moi, si j'étais scientifique, j'aimerais aller voir Pam Reynolds, j'aimerais aller voir celui qui a fait l'opération. Mais vous êtes scientifique. Comment ? Vous êtes scientifique. Oui, mais bon, il faut que je prenne un billet d'avion, que j'organise tout ça, que je parle très bien anglais, bon. C'est un petit peu compliqué. Bon, je sais que... comment il s'appelle, Michael Sabom, il s'est fait faxer le compte-rendu de l'opération. Mais est-ce qu'il est allé voir lui-même le chirurgien ? Comment ça s'est passé ? Après, il a fait les rapprochements. Effectivement, c'est très intéressant parce que on a toutes les étapes, tout ce qui s'est passé au niveau du compte-rendu chirurgical. Et puis après, on a le compte-rendu de l'expérience de Pam Reynolds. Mais quand même, ça vaudrait le coup de voir les deux. Ah oui, c'est un minimum même. Oui. Eh ben, je sais pas si ça a été fait. Malheureusement, je sais pas. Bon, alors je prends la place du sceptique, hein. C'est pas le bon rôle là. Justement. Non. Il faut au contraire être normalement sceptique et ouvert pour pouvoir bien étudier, il me semble. Eh ben, malheureusement, je suis devant le fait, parce que vous pensez bien que je cherche ardemment depuis le début ce genre de choses. Alors, Kenneth Ring a publié là-dessus, tout le monde est à la recherche. Sam Parnia, il a mis des cibles quand même pas pendant longtemps et pas sur un gros échantillon. Ça n'a rien donné. On est tous à la recherche de ça parce qu'on se dit, c'est la clé quand même. Une fois qu'on aura ça, ils pourront pas nous dire que ça n'existe pas, que c'est, etc. Bon, vous comprenez le débat. Eh ben, j'ai aucun, entre les mains, il y a que Pam Reynolds, mais Pam Reynolds faudrait se déplacer et puis aller voir, et elle et lui, si vous voulez. Et puis on sait que, quand même, Michael Sabom, c'est devenu un ardent militant de la Bible. Et tout son dernier livre a pour but de faire coïncider les Saintes Écritures avec le message des NDE. Alors, moi, je veux bien, mais on peut dire a posteriori. Bon, c'est-à-dire qu'il se disqualifie un petit peu a posteriori, si vous voulez. Disons qu'un chercheur laïque, ce serait bien. Lui, qu'il ait sa propre croyance laïque à l'origine, j'en sais rien. Bon, il est venu comme ça. Mais quelqu'un d'ouvert, oui. Quelqu'un qui est pas, qu'on puisse pas suspecter, si vous voulez. Le problème, c'est qu'il manque toujours une pièce dans les trois éléments nécessaires. C'est savoir le témoin tiers, l'objet absolument inaccessible et inhabituel, parce que sinon on a tellement vu de séries télé, etc. Bon, il ne faut pas que ce soit un objet ordinaire et inaccessible. Et puis le témoin. Vous prenez la chaussure de l'hôpital de Seattle de Maria, rapportée par Kimberly Clark. Maria, on l'a jamais vue. Elle a disparu, Maria. Alors c'est un peu dommage quand même. Alors Kimberly Clark est très sympathique, je l'ai vu aux États-Unis, mais quand on gratte un peu, c'est pas n'importe qui non plus. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage quoi. Dans tous les témoignages, il manque un morceau. Evelyne Sarah Mercier, une pause à nouveau et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Tout de suite. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Evelyne Sarah Mercier, présidente de Yance France, est mon invitée ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Elle est anthropologue. Elle étudie depuis 20 ans, entre autres, les expériences de mort imminente ainsi que ceux et celles qui l'ont vécu. Evelyne Sarah Mercier, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable parce qu'il y a quelques instants, j'avais vraiment l'impression que vous couriez après finalement une chimère. Vous l'avez dit vous-même, il manque toujours un élément. C'est comme quelque chose qu'on essaye de saisir, on pense que c'est du dur, du concret, et au moment où on s'en approche, hop, ça glisse comme un poisson ou une savonnette.
Alors, vous me demandez si je cours pas après une chimère, mais de quel point de vue? Eh ben, Dans la recherche de la preuve ou oui, dans... de la preuve. C'est-à-dire que moi, je me suis mise à la place de la question que vous me posiez. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ce que je vous Et ai la demandé. place tout à de fait. la plupart des chercheurs et la place que j'ai eue pendant un certain nombre d'années, parce que maintenant, je me dis, c'est effectivement peut-être bien une chimère. Voilà. Et que il faut chercher ailleurs, il faut chercher autrement. Il faut chercher autrement, peut-être, plutôt. Ouais. Alors, chercher autrement, pas en termes de preuves, de preuves de ce type matériel. Ça, il faut peut-être y renoncer. Peut-être que. Mais après, bon, il y a les conséquences théoriques qui s'imposent. Donc, parce que si j'y renonce, ça veut dire que peut-être ça n'existe pas. C'est peut-être ça aussi. Parce que s'il y a un cas sur lequel il y a une preuve absolument indestructible, insubmersible, comme dirait l'autre, ça peut suffire. Il en faudrait pas un autre? Je sais pas, je pose la question. Faudrait poser la question à d'autres scientifiques, mais enfin bon, déjà, ça ébranlerait tout à fait. les choses. Oui. Ce serait déjà pas mal. Ah, ce serait bien, oui. Ça amènerait vraiment une certitude assez costaud. Quand même, c'est vraiment incontournable. Oui. Bon. Evelyne Sarah-Mercier, dites-nous un petit peu, que fait Iance France actuellement? Iance France actuellement continue un petit peu son chemin un petit peu plus doucement, parce que avec le temps on est toujours plus un petit peu occupé. J'imagine. Donc je dirais pas qu'on est en sommeil, mais on est un petit peu plus lent dans notre activité actuelle, parce que on est tous bénévoles et qu'on a travaillé d'arrache-pied pendant les années, et puis on a besoin aussi un petit peu de vivre comme les autres. Donc en principe on a toujours les mêmes fonctions. Moi je suis un petit peu en retrait parce que je suis très très occupée actuellement. Jean-Pierre Jourdan est un peu plus actif que moi. On est toujours à l'écoute s'il y a des témoignages à rapporter. De temps en temps il y a des réunions de témoins. Enfin bon. Et là on va peut-être sortir une revue des articles qui sont pas connus du grand public, des articles un peu spécialisés, un peu pointus. On est en train de préparer ça. Oui. On vous sent un petit peu, excusez-moi cette expression triviale, mais peut-être vis-à-vis de Iance France, un petit peu le moral en bas des chaussettes, comme si là il y a une période d'essoufflement en quelque sorte. Non, parce qu'il n'y a peut-être pas assez de monde qui vous rejoignent pour vous donner également leur enthousiasme, leur temps, leurs compétences. C'est vrai qu'une association, ça vit toujours des bénévoles. Bien sûr. Et que plus il y a de bénévoles sérieux, parce que il s'agit pas de faire un petit tour et de puis s'en aller, quoi. Plus on fait de travail. Moi, c'est simplement que c'est une période de ma vie où je suis obligée de travailler un petit peu plus, après avoir travaillé peu pour pouvoir travailler à Iance beaucoup. Donc je suis juste un petit peu en retrait là par rapport à l'activité. Et puis ce qui est normal. Une grosse période d'activité. Le moral dans les chaussettes, non, pas forcément. Simplement, c'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi ça n'a pas soulevé plus de force vive, d'enthousiasme. Oui, d'enthousiasme et de continuité. C'est un petit peu ça la question. On peut se poser la question, oui, de façon générale et pour tous les chercheurs. Aux États-Unis, ils ont l'air plus actifs quand même. Ils sont beaucoup plus nombreux. Ils sont beaucoup plus nombreux. Et c'est vrai que le volontariat, puisque c'est comme ça que ça s'appelle là-bas, le bénévolat, est beaucoup plus répandu qu'en France. Oui. En France, on est un peu frileux de ce côté-là. Ou feignant. Je sais pas, moi j'ai dit frileux, c'est vous qui avez dit feignant. D'accord. Entendu. Enfin, c'est pas le même, on n'a pas le même esprit, quoi. Oui, tout à fait. Et alors, que peut-on, puisqu'on est encore dans la période des vœux. Des vœux? Oui, que peut-on? On peut se souhaiter d'avoir des vrais chercheurs, des gens qui peuvent nous aider de façon un peu sérieuse et qui sont pas des militants, je dirais, d'une cause ou d'une autre. Enfin, la plupart du temps, c'est des militants de l'après-vie. Nous, on n'a pas besoin de militants de l'après-vie, on n'est pas là pour vendre de l'après-vie. Donc, on a besoin de gens qui ont vraiment envie de faire avancer la recherche de notre point de vue, c'est-à-dire scientifique, sans a priori. On a besoin de gens comme ça, à la fois des gens qui sont formés scientifiquement, qui sont pas des simples amateurs, et puis de gens qui ont envie de travailler dans l'esprit du bénévolat, c'est-à-dire qu'on n'est là pas pour travailler pour soi, même si il faut toujours trouver une gratification à ce qu'on fait, sinon ça n'a pas de sens, mais qui sont là pour travailler sur un projet commun.
Bien sûr. C'est vrai qu'on en manque un petit peu. On est un petit peu seul à quelques-uns pour continuer. Donc, si on avait des personnes qui ont un peu ce profil-là, ça nous aiderait bien. Oui, tout à fait. Et qu'ils soient en France d'ailleurs, puisque maintenant avec les moyens de communication, Internet, oui. voilà, il y a absolument aucun problème. Il n'y a pas de frontières, oui. Mhm. Il n'y a plus de il n'y a plus d'obstacles kilométriques. Oui. Et alors, dernière question, Evelyne Sarah-Mercier, vous avez à peine effleuré le sujet en disant que ça pollue évidemment, j'imagine, sans que ce soit péjoratif de ma part, mais ça pollue l'étude ou la recherche concernant les expériences de mort imminente. Quelle est votre opinion sur la transcommunication et ceux qui essaient de prouver que l'après-vie existe, ou y croient tout simplement? Oui, moi j'y crois pas. Alors là, je peux vous dire. Voilà, ça c'est fait. Clairement, comme ça c'est dit. Voilà. Non, ça me paraît pas sérieux du tout. Enfin bon, je sais pas si vous avez déjà écouté des cassettes d'enregistrement, mais enfin il faut vraiment avoir très très envie ou d'y croire, quoi. Hein, oui. C'est peu plausible. Enfin, ça ressemble quand même peu ou prou aux expériences du siècle dernier de communication avec les morts. Enfin un peu classique. C'est une nouvelle forme de spiritisme. Ouais. Je pense pas que ça apporte. Bien sûr, sur le moment, ça peut être une consolation pour quelqu'un qui accepte pas le deuil d'autrui, le deuil d'un proche. Mais je vois pas comment ça peut permettre de retourner vers la vie tout en gardant cet être cher dans le cœur, mais en s'en séparant quand même, parce qu'on est bien obligé de se séparer d'une façon ou d'une autre de ceux qui nous ont quittés. Donc ça peut vite virer à la pathologie quand même, à l'obsession. Enfin bon, et puis ceux qui vendent ça comme de l'espoir pour l'au-delà et de retrouvailles, je trouve ça un petit peu. Enfin bon. Là, vous parlez de la transcommunication instrumentale, c'est-à-dire ces cassettes. Vous m'avez parlé d'autre chose ? Non, c'est ça. Mais en revanche, est-ce que quand on se penche sur les expériences de mort imminente et qu'on étudie les témoignages, les points communs qu'il y a en ces témoignages, est-ce que on est forcément amené à se poser la question de qu'est-ce qu'il y a après ? Oui, bien sûr, tout le monde se la pose la question. Ça, c'est normal. Depuis qu'on est, on se demande qu'est-ce qu'il y a après. De toute façon, ça, je suis d'accord. C'est intrinsèque. Mais là, on est vraiment obligé de se la poser. Vous parlez de quoi, là ? De ce qu'il y a après la mort. Oui, mais à propos de la NDE ou de la transcommunication ? Non, de la NDE. Oui. Ouais. Bien sûr qu'on se la pose, puisque ce sont les témoins eux-mêmes qui l'amènent la question. Bien sûr. Ce sont eux-mêmes qui en parlent, qui disent la mort n'existe pas, ce n'est qu'un passage, j'existais en dehors de mon corps, j'étais 10 fois mieux, toutes ces choses-là. C'est eux-mêmes qui apportent le sujet sur la table. Surtout que, pour un certain nombre, ils étaient vraiment en proximité de mort, pas tous. Mais ils étaient quand même dans un état de détresse physique. Enfin, oui. Hein, bon. Pour certains, donc, très proches. Oui. Ils étaient dans un entre-deux, si vous voulez. Hein. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus qui reviennent qu'avant, compte tenu des progrès des techniques de réanimation. Donc, oui, bien sûr qu'on se la pose. Oui. Et votre réponse, votre conviction ? C'est peut-être personnel, je ne sais pas, mais je pose la question. C'est forcément une question personnelle, puisque vous me donnez quelle est ma conviction. Oui. Évidemment. Non, mais je dis ça pour vous offrir une porte de sortie. Si vous me dites c'est personnel, j'en parle pas, point. Oui, bon, enfin, je sais pas si les auditeurs vont trouver la réponse juste. Pour moi, c'est ouvert. Je peux pas donner une réponse claire là-dessus. Ce que j'ai vécu, c'est que il y avait des choses vraiment qui échappaient à mon entendement dans mon expérience, je veux dire, puisque c'est à partir de là, je suis allée faire mon expérience pour sentir un peu les choses de l'intérieur. C'est que j'ai senti effectivement qu'il y avait des choses immenses qui étaient séparées de nous comme par une feuille de papier à cigarette. Dire que cela va continuer, enfin c'est quelque chose effectivement. Il y a des choses inexplicables, des choses qu'on peut appeler de l'ordre du magique. J'ai pas d'explication pour ça. Il y a quelque chose qui était vraiment énorme et incommensurable et tellement loin. Ce que je vais vous dire, c'est un peu paradoxal, mais tellement ce que j'ai perçu de ce qu'on appelle le divin ou quelque chose comme ça, c'est tellement incommensurable, c'était tellement loin, tellement il y a un hiatus tellement énorme que je peux me dire, mais même si je suis humain et même si je vais vers ça quand je vais mourir, qu'est-ce que ça m'apporte moi en tant qu'être humain ? Puisque de toute façon, c'est tellement différent. Oui.
c'est tellement transcendant. Alors, si la transcendance est ce qu'elle est, on n'a pas grand-chose à voir avec ça. Et si nous, en tant qu'humains, on passe du côté de la transcendance, il y aura plus grand-chose de nous, de l'humain. Mhm. Donc, c'est peut-être pas une bonne réponse, mais la seule que je puisse vous donner. Oui. Qui est pertinente, je trouve. Oui, on peut pas faire des réponses simples. C'est-à-dire que c'est vrai que les visions de l'au-delà qui existent, qui ont toujours existé, sont très souvent quand même anthropomorphes. Donc, et par contre, il y a des religions qui anthropomorphes, vous voulez dire avec des hommes, avec des êtres oui, humains. c'est ça qui ressemble à nos projections, voilà. à nos désirs, à ce qu'on est. Et d'ailleurs, les différences culturelles le montrent, portent à le montrer. Donc, par contre, vous avez des religions qui posent comme un premier principe le hiatus absolu entre la transcendance et nous et l'interdiction de représenter, de nommer ou quoi que ce soit. Moi, je suis plus proche de ça, si vous voulez. C'est-à-dire que ce que j'ai perçu dans mon expérience, c'est que si on veut représenter, on diminue. Si on veut, alors la tendance de l'être humain est toujours à chercher à comprendre, donc on ne peut pas s'empêcher de le penser. Mais en même temps, en le pensant, j'allais dire on le dépense, mais c'est pas ce que je veux dire, c'est qu'on on le diminue, on le réduit à ce qu'on est nous. Oui, tout à fait. Alors c'est plus de la transcendance. Et en même temps, il y a une partie de moi qui me dit oui. Quelque part, je retournerai à ça, mais ce qui retournera à ça, n'aura plus grand-chose à voir avec moi. Donc je participerai à quelque chose peut-être de transcendant et d'universel, mais le petit moi là-dedans, qu'est-ce qu'il aura comme importance? Oui. C'est vrai. Bon, c'est tout ce que je peux vous répondre pour le moment. Mais écoutez, je m'en contente volontiers. Je m'en contente volontiers, vraiment. Merci beaucoup en tout cas Evelyne Sarah Mercier de nous avoir accordé autant de temps, parce que je sais que vous avez un emploi du temps extrêmement chargé. Et puis dans quelques instants je vais recevoir le directeur de recherche de Yance France, Jean-Pierre Jourdan. Vous l'embrasserez pour moi, c'est un copain de longue date. Très bien, je le saluerai si vous permettez. De votre part. Et puis un petit peu après Nicole Leblond également de Yance France. Bonne fin de soirée. Vous pouvez l'embrasser pour moi. Avec plaisir. Bonne fin de soirée et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Docteur Jean-Pierre Jourdan, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre dans le cadre de cette émission où nous parlons de cette association Yance France. Vous appartenez vous-même à cette association depuis combien de temps ? Depuis 1987. Vous en êtes le vice-président et directeur de la recherche médicale. Quel est qu'est-ce que ça vous apporte comme cadre de recherche supplémentaire, comme avantage supplémentaire d'être chercheur dans le cadre de cette association ? C'est simplement le fait d'être soutenu et de pouvoir utiliser l'association pour aider les gens qui en ont besoin. Sur un plan individuel, c'est toujours possible, mais enfin, quand on est plusieurs, qu'on s'entraide, on peut organiser des réunions, on peut organiser des conférences, et des occasions de discussion, parce que les expériences de mort imminente, c'est un sujet extrêmement complexe qui touche à énormément de disciplines, disons. On peut les voir sous un angle physiologique, sous un angle neurologique, sous un angle philosophique, sous un angle spirituel, sous un angle scientifique au sens général. On peut les aborder, on peut en parler, on peut se poser des questions et avoir des discussions particulièrement intéressantes avec toutes sortes de gens. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de donner justement un cadre pour une recherche pluridisciplinaire, si vous voulez. Dans le cadre de cette recherche et dans le cadre de Yance France spécifiquement, est-ce que vous avez de nombreux échanges avec les autres associations Yance, je pense, anglo-saxonnes par exemple, ou québécoises ? Pas particulièrement. En fait, Yance France, c'est une association qui est indépendante, si vous voulez. Evelyne Sarah Mercier avait monté cette association sur le modèle de l'association américaine, mais les échanges en fait se font lors de conférences, disons, mais sinon nous sommes totalement indépendants, nous avons une approche disons européenne, qui n'est pas la même que l'approche américaine, dans laquelle tout est plus permis, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais disons que
le problème fondamental, si vous voulez, la différence fondamentale entre les Américains, je dis Américains, je parle du continent, hein, donc les Québécois font partie des Américains. Très bien. C'est qu'ils ont une vision, disons que chez eux, la religion est un peu omniprésente. Et comme les expériences de mort imminente touchent, disons, à la spiritualité, il y a beaucoup d'interprétations ou de réflexions qui mettent en jeu les relations avec la foi ou la religion. En Europe, on est plus laïque, plus laïque, si vous voulez, et donc nous essayons d'avoir une approche laïque. Ça ne veut pas dire du tout que l'aspect spirituel est négligé. Absolument pas. L'aspect spirituel fait partie de ces expériences, il en est même une grosse partie. Il y a des implications sur ce plan-là, évidemment, qui sont d'ordre éthique, qui sont d'ordre de la spiritualité aussi, mais de ce que j'appellerais, moi, une spiritualité laïque, c'est-à-dire détachée des religions et des croyances, qui, à mon avis, ne peuvent que la réduire. Oui. Allons un peu plus avant, si vous le voulez bien, dans cette différence entre, on va dire, le continent américain. On reste toujours dans le cadre de la recherche, hein, nous sommes bien d'accord. Et en France, scientifiquement, les Américains ne font pas référence, j'imagine, à la foi. À la fois, peut-être pas directement, non, mais il y a une différence. Si vous voulez, dans les articles qui sont publiés, par exemple, par Yams États-Unis, il y a des articles de médecins, de neurologues, de psychologues, de philosophes qui s'attachent à étudier les aspects abordables par un scientifique de ces expériences, qui font des statistiques, qui font à côté de ça. Il y a des gens tout à fait sérieux par ailleurs qui, même dans le titre de leur bouquin, il y en a un qui s'appelle le point de Dieu, je crois, quelque chose comme ça, qui quelque part cherche Dieu ou dans le cerveau, ou cherche dans le cerveau la zone qui mettrait en contact avec Dieu, si vous voulez. Alors ça, c'est mélangé quelque part, la science et la religion et la foi, ce que je trouve un peu absurde. Ouais. Ce sont deux choses différentes. Nous, ce qu'on essaye de comprendre, c'est pour moi et pour d'autres personnes avec qui on discute souvent, ces expériences ont des aspects tout à fait réels, tout à fait objectifs, et c'est de cela qu'il faut partir, si vous voulez. S'il y a des implications d'ordre éthique ou spirituel, ça fait partie de l'expérience, mais ça n'a rien à voir avec la religion. On va continuer dans l'ordre des comparaisons, mais élargir un petit peu plus le débat, et on va passer par Deadline, Dernière Limite, votre dernier ouvrage en date, publié aux éditions Les Trois Orangers. Parlons un petit peu des comparaisons entre ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente, ou NDE, que vous qualifiez, vous, d'occidentales, et d'autres cultures. Vous avez fait le parallèle entre les deux, avec des cultures extrêmement différentes par rapport à l'Occident, l'Afrique ou l'Amérique du Sud, par exemple. En gros, donc, j'ai pas vraiment étudié la question à fond, parce qu'il y a tellement à faire avec nos expériences. Il y a un livre à faire rien que là-dessus. Il y aurait, oui, mais bon, il faudrait les moyens aussi de faire l'enquête, les moyens et le temps. Ouais. Mais a priori, ce qu'on trouve dans une vraie, authentique expérience de mort imminente, c'est la même chose partout. Le fond, de toute façon, est le même. Ce qui apparaît, et ça c'est normal, dans la mesure où il s'agit d'expériences qui sont redites a posteriori, puisque la personne, au moment où elle la vit, étant dans le coma, ne peut pas dire grand-chose. C'est toujours plus ou moins coloré par les croyances, par la base culturelle, par la religion éventuelle, par la foi de la personne qui l'a vécu, par sa culture. Ça, c'est normal. C'est normal, on peut s'y attendre. C'est comme n'importe quelle relation d'un événement. La personne va le dire avec son vocabulaire, avec sa culture. Mais ce qui est intéressant, justement, dans les expériences de mort imminente, c'est le noyau dur, si vous voulez. C'est ce qui transparaît dans toutes les expériences, quelle que soit la personne qui l'a vécu, quelle que soit sa culture, ses croyances préalables. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve. Il y a vraiment un noyau qui est le même partout. C'est ça qui est intéressant, c'est ce qui laisse penser que
ces expériences ne sont pas que subjectives. Si c'était de l'ordre de l'hallucination, il n'y a aucune raison pour que des gens du monde entier, des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, des croyants, des pas croyants, des musulmans, des juifs, des bouddhistes, des chrétiens ou des mécréants racontent exactement la même chose. Ouais. Donc, on a bien compris, il y a une universalité que l'on dégage des différents témoignages provenant de différentes cultures. Absolument. Mais une fois qu'on a dit ça, on a avancé un petit peu, mais pas beaucoup finalement, parce que il peut y avoir deux causes, une cause purement mécanique ou une autre cause, évidemment. Et vous vous êtes penché sur la cause mécanique. Là, on touche à la neurologie. La cause mécanique, ce qui est intéressant, mais ça, on n'en est pas encore là de toute façon, mais il faut faire des recherches sur ce plan-là. Il y a évidemment probablement quelque chose qui se passe dans le cerveau à un moment qui déclenche l'expérience. Le fait, simplement, par exemple, d'être dans le coma. Bon, qu'est-ce qui fait que certaines personnes vivent cette expérience et d'autres non? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes s'en souviennent et d'autres probablement pas? Parce que ça, malheureusement, on ne connaît que les témoignages des personnes qui vous les racontent. Ouais. Donc, il est possible qu'un certain nombre de gens vivent l'expérience, mais ne l'ait pas mémorisée. Ouais. Donc, il y a des mécanismes cérébraux qui sont autour de cette expérience, évidemment. Ça, c'est de l'ordre de la neurologie, c'est quelque chose qui devrait être très intéressant à étudier parce qu'il est, les quelques recherches que j'ai fait sur le sujet laissent penser que c'est peut-être un mécanisme de protection du cerveau qui permet cette expérience. Ouais. Maintenant, dire qu'il y a un mécanisme cérébral tout à fait analysable Et biologique. d'ordre biologique, neurologique, n'explique absolument pas l'expérience, puisque dans l'expérience elle-même, elle se passe à un moment où précisément le support biologique supposé de la conscience qu'est le cerveau est hors d'état de fonctionner. Et c'est ça la question fondamentale. Il y a quelque chose qui se déclenche à un moment donné lié à un stress réel ou supposé, puisqu'il y a des expériences qui surviennent dans un moment où on a peur, où on risque de mourir et où il ne se passe strictement rien. Donc il n'y a rien de physique qui se passe, mais il y a une réaction à un stress, si vous voulez, qui est susceptible de déclencher la possibilité de vivre cette expérience. Il y a une sorte de mécanisme d'autoconservation, quoi. Probablement, pas tout à fait. On n'a pas le temps d'en parler, mais c'est de l'ordre de la protection des neurones contre l'anoxie, probablement, contre le manque d'oxygène. Ouais. Ça, c'est une possibilité parmi d'autres. Mais entre le fait qu'il y ait ce mécanisme qui puisse être à l'origine et qu'il faudra peut-être chercher, parce que ça peut avoir des implications tout simplement pour protéger le cerveau de personnes qui sont dans le coma, la question est que ensuite l'expérience est vécue et on a des témoignages assez nombreux dans lesquels il y a même des repères qui permettent d'être certain du moment où l'expérience a été vécue, donc de savoir qu'il ne s'agit pas d'une reconstruction a posteriori, qui donne quelque part la question essentielle qui est comment se fait-il qu'on puisse être conscient et mémoriser ce qu'on a vu, entendu, à un moment où normalement le cerveau ne le permet pas. Ça, c'est la question fondamentale. Ouais. Alors, est-ce que on a pu commencer, à dégager des zones du cerveau qui seraient à la base justement de ça? À mon avis, non. En ce moment, il y a pas mal d'expériences qui ont été faites qui concernent le lobe temporal droit, à la suite, par exemple, de ce qu'avait publié un chercheur suisse qui faisait une intervention pour rechercher la zone, l'origine d'une épilepsie chez une dame, en stimulant certaines zones du cerveau. Apparemment, on arrive à déclencher des expériences, ce qu'on appelle une expérience hors du corps. Bon, alors ça fait partie aussi des fondamentaux qu'il faut bien comprendre et connaître avant de prétendre parler ou étudier des expériences de mort imminente, c'est qu'il y a des expériences qui peuvent être apparemment similaires et qui n'en sont absolument pas. Une fausse sortie hors du corps, quoi. Voilà, on peut très bien, en stimulant certaines zones du cerveau, déclencher l'audition de sons, parfois de sons complexes, de mélodies, même de sons d'orchestre, ou on peut très bien déclencher l'audition de voix qui paraissent tout à fait réelles,
on peut déclencher des sensations corporelles, visuelles ou autres. Bon, c'est pas parce qu'on peut déclencher ça de manière artificielle en titillant le cerveau que ces choses-là n'existent pas en vrai aussi. Bon, il y a des zones du cerveau qui mettent en relation la perception du corps, si vous voulez, dans l'espace, et la vision. Et quand on stimule ces zones, il est tout à fait possible que la personne ait l'impression de se voir de l'extérieur. Mais si on étudie ça de près, on s'aperçoit qu'en fait, la personne vous dit avoir vu certaines parties de son corps, ne dit rien sur ce qu'il y a autour. Son environnement, sur l'environnement, bureau, donc comme ça, il n'y a rien d'objectif. Ça avait déjà été fait de toute façon dans les années 50 par Penfield au Canada. Et ça ne veut absolument pas dire, c'est pas parce que on peut chatouiller le cerveau et donner une impression de sortir de son corps qu'on a trouvé l'explication, si vous voulez. Les expériences de mort imminente, d'abord, sont beaucoup plus complexes que ça, apportent toujours des éléments tout à fait objectifs et d'une banalité complète compte tenu des circonstances. D'autre part, ça ressemble aussi à ce qu'on appelle les paralysies du sommeil. Ça, c'est des expériences où les gens ont, pareil, l'impression de sortir de leur corps. Alors ça, c'est des expériences qui se reproduisent en général assez souvent chez certaines personnes, qui sont plus d'ordre ludique, dans lesquelles la personne a l'impression de pouvoir balader dans son environnement immédiat. Mais ça aussi, j'y consacre un chapitre entier dans mon livre, parce que il faut bien faire la différence. Si vous voulez, il ne faut pas dire à ces gens-là, vous avez fait une NDE ou une EMI. C'est d'ordre totalement différent. C'est des expériences qui surviennent en général à l'endormissement, quand la conscience persiste, mais quand le cerveau est déconnecté, si vous voulez. Quand on s'endort, le cerveau se déconnecte du corps, donc les informations corporelles n'arrivent plus. Par contre, si la conscience ne disparaît pas, donc on n'est pas endormi, on peut avoir l'impression de sortir de son corps, si vous voulez. Mais dans ces cas-là, on n'a jamais de détails objectifs. Au contraire, les gens vont vous dire, c'est bizarre, je me suis réveillé dans ma chambre, mais il n'y avait plus un meuble. Ou alors, je me suis vu dans le miroir et j'étais entouré d'électricité ou des trucs comme ça. Là, c'est plus de l'ordre du rêve, c'est onirique. C'est aussi proche du rêve éveillé, si vous voulez. Mais bon, ça, ce sont des expériences qui sont parfaitement connues et expliquées par la neurologie, mais c'est pas parce que ces expériences sont connues et expliquées que les expériences mort imminente le sont, parce qu'elles posent d'autres questions et elles sont totalement différentes si on regarde dans le détail. Ça fait partie aussi des axes de recherche qu'il faut creuser, parce que on ne peut pas se contenter d'explications de cet ordre-là. Docteur Jean-Pierre Jourdan, une première pause et on va essayer de répondre à la question, est-ce que nous avons une preuve ou de fortes présomptions de l'existence de ce phénomène, pour parler comme la science officielle, entre guillemets. À tout de suite. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Le docteur Jean-Pierre Jourdan, qui est président de la recherche médicale de Yance France, l'association à laquelle nous consacrons cette émission ce soir sur Sud Radio, dans les aventuriers de l'étrange. Docteur Jean-Pierre Jourdan, on a parlé des fausses, de ce qu'on pourrait prendre, des phénomènes qui pourraient être confondus avec des expériences de mort imminente ou de sortie hors du corps. Maintenant, prenons la question sous un angle différent. Est-ce que nous avons la preuve que ce phénomène existe réellement? Si oui, quelle est-elle? Alors, on n'a pas la preuve avec un grand L et un grand P, parce que si on l'avait, on aurait fait un grand pas en avant et tout le monde s'y intéresserait. On a un faisceau large de plus que présomption, dans la mesure où énormément de témoignages apportent des éléments objectifs. C'est-à-dire que la personne vous dit avoir perçu, avoir vu, entre guillemets, ou entendu ce qui se passait au moment où elle était dans le coma. Là, vous parlez de la période de sortie hors du corps qui précède l'expérience de mort imminente elle-même, c'est-à-dire ce fameux tunnel, la lumière, etc. Ça en fait partie, si vous voulez. Ça, c'est le premier stade. Si vous voulez, l'important pour les gens qui ont vécu cette expérience, c'est son contenu. Ils vous parlent beaucoup plus de la lumière, de l'amour qu'ils ont ressenti, des implications que ça a eu sur leur vie, des changements que ça a apporté dans leur façon de comprendre la vie, dans leurs priorités. Mais ce que ça a déclenché comme capacité, même parfois chez eux. Éventuellement. Mais ça n'est pas étudiable pour l'instant. Ça, c'est quelque chose de relativement subjectif. Ce à quoi la science peut s'attacher,
c'est les aspects objectifs. Les aspects objectifs, c'est quelqu'un qui va vous dire à tel moment, vous avez fait ça, vous avez dit ça, j'ai vu ça et ça et ça, et avec des repères qui permettent de situer ça dans le temps à un moment où ça n'était pas possible. Donc là, on a la question essentielle, et on aura une preuve le jour où on pourra avoir une vérification absolue de ça. C'est-à-dire que il y a le cas par exemple de Jean Morzel qui a vu énormément de choses pendant qu'il était dans le coma, qui a pu faire vérifier par le chirurgien la présence de la plaque qui avait sous sa table d'opération, la présence d'un garage à vélo derrière le mur du bloc que le chirurgien ne connaissait même pas, tout un tas de choses. Bon, le problème, c'est que ça, c'est une expérience qui s'est passée il y a des dizaines d'années, et qu'on ne peut pas vérifier maintenant l'authenticité de tout cela. Donc, pour l'instant, on a un cas qui est celui qui est rapporté par le docteur Sabom d'une dame qu'on opérait pour un anévrisme, dont on sait qu'au moment où son expérience s'est passée, elle a raconté un certain nombre de choses, elle a vu les instruments qu'utilisait le chirurgien, qui n'étaient pas des trucs très ordinaires, avec précision, et on sait, étant donné le type d'opération, le fait qu'elle était en hypothermie profonde, son activité cérébrale était enregistrée, enfin bon, on sait qu'à ce moment-là, elle ne pouvait pas percevoir tout ça ni le mémoriser, et pourtant c'est ce qui s'est passé. Donc c'est le seul cas, mais encore c'est toujours pareil, les sujets à caution, parce qu'on va vous dire oui mais ça, qu'est-ce qui nous dit que c'est vrai, qu'est-ce qui nous dit que ça s'est bien passé. Là, on peut toujours... Vous parlez du cas de Pam Reynolds, c'est ça, hein? Nous sommes d'accord. Donc ce cas s'est déroulé dans un univers de bloc opératoire, puisque elle a été, comme vous l'avez dit, opérée d'un anévrisme. Donc on a, pour parler de matière concrète, d'éléments concrets, l'électroencéphalogramme de cette dame qui était totalement plat, puisqu'il a fallu vider la calotte crânienne de tout son sang, etc., pour pouvoir opérer l'anévrisme. Je crois, c'est ça. Hein. La température du corps a été descendue extrêmement bas pour pouvoir la conserver. C'est-à-dire, ils l'ont tuée pour la faire revenir à la vie. En gros, c'est ça, quoi. Ils l'ont pas vraiment tuée, mais bon, disons que quand on refroidit un cerveau à température normale, à 37 degrés, il ne peut pas survivre plus de 3 minutes. Un neurone ne peut pas survivre plus de 3 minutes sans circulation, sans oxygène. Hein. Maintenant, si on refroidit le cerveau à 15 degrés et quelques, son métabolisme est extrêmement ralenti. Donc là, il va pouvoir tenir plus d'une demi-heure. C'est ce qui permet de faire de telles opérations. Alors, le témoignage de Pam Reynolds a été recueilli par l'équipe médicale, j'imagine. Oui, bien sûr. Bon, ils ont pu procéder à des vérifications. Ils ont les éléments concrets, à savoir l'électroencéphalogramme, le compte-rendu de l'opération, son état clinique, avant, après, bref, tout ça. Est-ce que ça ne constitue pas quand même une preuve? Pour moi, qui en ai entendu d'autres, si vous voulez, avec moins de vérification, pour moi, ça constitue une confirmation. Oui, mais là, ce cas, au moins, a beaucoup d'éléments tangibles et de vérification. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, c'est une preuve, si vous voulez. Le problème, c'est que ça n'est pas une preuve irréfutable, une fois de plus, parce que quelqu'un de sceptique trouvera toujours quelque chose à dire là-dessus. Si on veut une preuve irréfutable, c'est ce que j'essaye de promouvoir comme un des axes de recherche qui coûte vraiment pas cher, c'est dissimuler des cibles précises, connues uniquement par un huissier qui les aura enfermés dans des enveloppes totalement étanches et à la lumière et à quoi que ce soit, et scellées. Dissimuler ça dans des endroits où sont susceptibles d'arriver de telles expériences, c'est-à-dire des blocs opératoires, des salles de réanimation, de cardiologie. Et alors, ça consiste en quoi cette expérience? Expliquez-nous ça en détail. C'est très simple. C'est très simple. Quand vous vivez une expérience de mort imminente, vous avez les yeux fermés, vous avez les oreilles qui marchent pas, vous avez le cerveau qui est hors d'état de nuire. Donc, vous n'avez pas besoin ni des yeux ni des oreilles pour voir ou pour entendre. Vous percevez de l'information, manifestement. Ça se réduit à ça. Voilà. Bon, cette information, elle n'est pas du tout en face de vos yeux. Je veux dire, quand vous voyez quelque chose, c'est parce que vous le regardez, ce qui est derrière vous, vous ne le voyez pas. Bon, pendant une expérience de mort imminente, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que l'information est présente dans les lieux où ça se passe et elle est perçue. Donc, une cible, quelle qu'elle soit,
De la même façon que M. Morzel, par exemple, a pu voir sous la table d'opération à un endroit qui n'était pas visible, simplement se mettre à plat ventre et aller passer la tête sous les draps et avec une lampe de poche encore pour éclairer ça. Et il a pu percevoir cette plaque de fabricant. Armécycle de Saint-Étienne, si je me souviens. Voilà, c'est ça. C'est quelque chose de très précis. Bon, si cette plaque ou n'importe quel dessin ou symbole ou autre avait été dissimulé dans une enveloppe fermée sous trois épaisseurs de plomb ou de ce qu'on veut, l'information est présente quand même. Elle n'a pas besoin de passer par les yeux. Donc on peut supposer que des cibles qui seront totalement invisibles par qui que ce soit puissent être perçues éventuellement lors d'une expérience de mort imminente. À ce moment-là, à partir du moment où on a la certitude que ces cibles ne pouvaient pas être connues à l'avance parce qu'elles ont été placées là par un huissier sous son contrôle, que personne n'en a eu connaissance, où la personne vous dit, ben voilà, j'étais à tel endroit et j'ai vu un petit Mickey ou Betty Boop ou n'importe quoi au mur, alors que tous les gens présents au mur, eux, ne peuvent voir qu'une enveloppe en craft ou en ce qu'on veut. À ce moment-là, on fait ouvrir l'enveloppe de la même manière par l'huissier, après avoir recueilli le témoignage. Si ce que la personne a vu, entre guillemets, correspond, ben là, on aura la preuve qu'il peut y avoir une acquisition d'informations, pas autre chose, à un moment où elle était impossible, et où, de toute façon, dans des circonstances où elle aurait été impossible pour qui que ce soit de parfaitement conscient. Mais alors, dites-moi, docteur Jean-Pierre Jourdan, si le patient qui est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hors d'état de nuire, allongé sur la table d'opération, sous contrôle d'un anesthésiste en complet sommeil, vit un phénomène de voyance, il pourrait éventuellement percevoir ce qu'il y a dans cette enveloppe, non? Et quelle est la différence? Je comprends pas ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'on n'aura pas la preuve irréfutable qu'il sera sorti de son corps. Mais ça, de toute façon, le fait de dire sortir de son corps, je crois que c'est pas une bonne chose. Parce que précisément, on parlait tout à l'heure des expériences qui ressemblent à des NDE, dans lesquelles les gens, au moment de l'endormissement ou pendant un rêve lucide, ont l'impression de sortir de leur corps. Alors dans ces cas-là, effectivement, ils ont l'impression, ils sont conscients dans leur corps ne répond pas parce que leur cerveau est déconnecté, et ils ont l'impression à un moment de sortir de leur corps. Effectivement, il n'y a pas de discontinuité de la conscience, si vous voulez. Ces gens-là ne se sont pas endormis, ils sont toujours conscients, et à un moment, comme ils ne sentent plus leur corps, ils ont l'impression d'en sortir. Ils vous disent, je suis sorti de mon corps. Dans les expériences de mort imminente, on n'entend jamais ça. Il s'agit pratiquement toujours de gens qui sont dans le coma à la suite d'un accident, d'un arrêt cardiaque, d'une noyade, de quoi que ce soit, et ils se retrouvent à un moment, ils reprennent conscience et ils perçoivent depuis un point extérieur à leur corps. C'est totalement différent. Ils ne sont pas sortis, ils n'ont pas l'impression d'être sortis. Il se trouve qu'ils perçoivent, ils acquièrent, disons, un certain nombre d'informations, ils ont l'impression de voir en n'étant pas dans leur corps, ce qui est logique puisque leur corps ne fonctionne plus. Après, dire qu'ils sont hors de leur corps, qu'est-ce qui est hors du corps, ça on n'en sait rien. On peut faire des supputations sur l'esprit, sur l'âme, à ce moment-là on en fait une chose, ça on n'en sait rien, ça c'est des supputations métaphysiques. Il y a une acquisition d'informations, si vous voulez, qui se fait sur des choses diverses qui ne sont pas forcément à portée des sens normaux de la personne, et la personne vous rapporte cette information, qu'elle porte sur ce qu'il y avait dans une pièce à côté, sur ce qui se passait dans la tête du chirurgien, ça c'est arrivé aussi, sur ce qui se passait dans le parc à l'extérieur de l'hôpital, ou ce qui se passait sous la table d'opération, ou ce qui se passait à l'endroit où on l'opérait, ou quoi que ce soit. C'est une information qui a été emmagasinée, mémorisée et rapportée. Et manifestement, comme elle n'est pas perçue depuis un point précis comme on a l'habitude, forcément on a l'impression que ça s'est passé hors du corps. Effectivement, ce qu'on peut dire, si vous voulez, c'est qu'à ce moment-là, la conscience, entre guillemets, ce qui perçoit, pour être simple, n'est pas localisé. D'habitude, on perçoit depuis un point situé entre nos deux oreilles, globalement, donc depuis un point précis, localisé, et dans ces expériences, la perception n'est pas locale. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est pour être
relativement précis. Et est-ce que vous avez fait des propositions concrètes à différents centres hospitaliers pour mettre en place ce procédé? Ben, pour l'instant, on essaye. Alors là, pour l'instant, il y a une recherche qui est en préparation, disons, à l'hôpital de la Timone, qui est pour l'instant préliminaire, qui va être menée par des psychologues, qui va consister à recueillir des témoignages de personnes qui ont vécu cette expérience en milieu hospitalier et à analyser leur discours avec un logiciel spécialisé qui permettra de voir ce qui ressort de ces discours, si vous voulez. Ça, c'est une étude préliminaire. Si cette étude donne suffisamment d'indications sur la cohérence et la consistance de ces témoignages, je pense qu'on pourra aller plus loin. Mais pour l'instant, quand vous proposez un service de réanimation ou de cardiologie, est-ce qu'on peut mettre des enveloppes comme ça, même si ça coûte rien, on se fait un petit peu regarder de travers, malheureusement. Pourquoi? Parce que ça fait farfelu. Oui, mais avec l'explication, parce que je suppose que il y a une argumentation évidemment derrière. Oui, mais l'argumentation, il faut pouvoir la proposer, si vous voulez. Alors j'ai écrit Deadline précisément pour ça, en espérant que suffisamment de médecins hospitaliers, qui ont accès à un service où c'est possible, puissent avoir suffisamment d'arguments pour se dire bon, pourquoi pas, si ça existe, de toute façon, ça c'est pas plus farfelu que n'importe quoi d'autre, ça coûte rien de tenter l'expérience. Mais il faut d'abord qu'il y ait une information suffisante. Comme pour l'instant, cette information manque un petit peu. Et d'ailleurs, je vous remercie d'y contribuer. Avec plaisir. Les gens qui essayent de parler de ça de manière sérieuse sont pas très très nombreux. Mais plus on fait savoir que c'est possible, que c'est pas forcément être complètement farfelu que de chercher à comprendre. Parce qu'il faut bien savoir que ce sont des centaines de personnes. Moi personnellement, j'en ai rencontré plus d'une centaine. J'ai recueilli avec d'autres personnes au sein de Yans plus de 400 témoignages. L'existence de ces expériences n'est plus mise en cause. Même les plus sceptiques reconnaissent qu'il y a quelque chose. On trouve les mêmes statistiques absolument partout dans toutes les études hospitalières, entre 15 et 18% de gens qui ont été dans le coma à la suite d'un arrêt cardiaque ou autre, vivent ce genre d'expérience. Là-dedans, il y a une certaine proportion qui vous donne des détails précis, objectifs, tout à fait banals, sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, il y a suffisamment d'indices pour dire il y a quand même quelque chose qui se passe. Une attitude scientifique, ça consiste pas à dire on sait que c'est pas possible, donc c'est même pas la peine de chercher. Une attitude scientifique, ça consiste à dire il y a quelque chose de bizarre. Ça fait 30 ans qu'on se pose la question, on n'a jamais pu l'expliquer. Toutes les explications, toutes les tentatives, les théories qui ont été proposées, il n'y en a aucune qui tienne la route et qui puisse donner une explication à ces expériences. Donc, quand on étudie un phénomène depuis 30 ans, que toutes sortes de spécialistes et de disciplines se sont penchés dessus sans apporter de réponse définitive et crédible, ça veut dire qu'il y a probablement quelque chose de nouveau sous l'œil de la science. Si vous voulez. À ce moment-là, un scientifique, c'est quelqu'un normalement de curieux, qui va pas se dire c'est pas possible, n'allons pas plus loin. C'est quelqu'un qui doit se dire c'est très bizarre, ça peut être intéressant, on cherche. Jean-Pierre Jourdan, une dernière pause et on se retrouve ensemble pour cette dernière intervention avant de retrouver tout à l'heure une psychologue qui fait partie de Yans France, que vous connaissez bien évidemment, Madame Nicole Leblond. À tout de suite. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Le docteur Jean-Pierre Jourdan est en ma compagnie. Jean-Pierre Jourdan qui est l'auteur d'un livre extrêmement intéressant sur les expériences de mort imminente. Ce livre est publié aux éditions Les Trois Orangers. Il s'intitule Deadline, dernière limite. Il est également directeur de la recherche médicale de Yans France. Alors, docteur Jourdan, c'est encore le début d'année. On peut encore se présenter les vœux. J'aimerais que vous nous disiez, dans l'idéal et chronologiquement, si vous pouviez disposer du budget adéquat et du matériel nécessaire ainsi que des compétences, comment verriez-vous la progression de l'étude des expériences de mort imminente? Ouh là là, vaste programme là. Yes.
Allez-y, j'ai le chèque, il n'y a plus qu'à remplir les... Envoyez-moi le chèque et je vous dis. Et après, je vous réponds. La première des choses, je crois que ça serait de donner à des chercheurs de toute discipline. Je dis bien de toute discipline. Hein. Il peut y avoir aussi bien des philosophes que des neurophysiologistes, que des neurologues, que des théologiens, pourquoi pas, des psychologues, toutes sortes de disciplines. La possibilité d'abord d'avoir une information la plus complète possible, d'abord de susciter leur intérêt. Ensuite, de leur donner une information la plus complète possible sur ce sujet, c'est ce que j'ai essayé de faire dans nos deadlines. Alors, on pourrait leur offrir, par exemple, le livre. Ensuite, après que ces gens-là soient suffisamment au courant de la complexité et de l'intérêt de ce sujet, essayer de dégager des axes de recherche, parce que chacun, selon ses sensibilités, ses compétences, son angle ses possibilités, peut avoir des idées, si vous voulez. Nous, des idées, on en a. Ça fait des années qu'on se pose la question et les questions au sein de Jans. Mais je pense que des gens des scientifiques de disciplines variées peuvent avoir des idées qu'on n'a pas eues. Vous, par exemple. Moi, j'en ai plein d'idées. Je les ai détaillées dans le livre en particulier. Ensuite, si on avait les moyens, c'est sûr que l'argent étant le nerf de la guerre, ça faciliterait énormément les recherches scientifiques proprement dites. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la recherche qu'on a menée, c'est plus en amateur qu'autre chose. C'est-à-dire, en disant, voilà, le sujet est intéressant, il y a ça et ça et ça qui a été fait, il y a ça et ça qui pourrait être fait, mais il faut des compétences précises pour que ça soit fait. Donc, à ce moment-là, on pourrait intéresser des services hospitaliers. Je vous dis, ça commence à se faire, mais avec très peu de moyens pour l'instant, mener une recherche à grande échelle pour essayer, premièrement, je crois que c'est indispensable, c'est la première des choses pour que ces expériences soient prises au sérieux et étudiées ensuite dans un second temps, d'avoir une ou des preuves irréfutables. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, d'une manière ou d'une autre, le jour où on aura une preuve que personne ne peut nier parce que ça aura été fait dans des circonstances extrêmement contrôlées, à ce moment-là, on aura la preuve qu'il y a réellement un phénomène incompréhensible qui se passe, et à ce moment-là, plus personne n'aura honte de s'y intéresser, ni n'aura peur. Est-ce que, par exemple, essayer d'étudier le comportement du cerveau de quelqu'un qui se remémore une expérience de mort imminente peut aider ? Ça, c'est quelque chose que je propose à la fin de mon livre dans les axes de recherche. Il y a par exemple quelque chose que j'ai remarqué, qui est le fait que le souvenir de ces expériences n'a rien à voir avec un souvenir normal. Quelqu'un qui a vécu cette expérience, que ce soit il y a 30 ans ou il y a 8 jours, le souvenir est extrêmement précis et toujours présent à la conscience. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait très bien mettre en évidence en faisant une exploration du cerveau par IRM fonctionnel, par exemple, c'est-à-dire en regardant les zones du cerveau qui s'allument, disons, pendant une tâche précise. Donc on pourrait très bien prendre des sujets témoins à qui on va demander de se remémorer un événement marquant de leur expérience, voir ce que ça donne. Ensuite, prendre des gens qui ont vécu une expérience de mort imminente, leur demander exactement la même chose pour avoir une comparaison, et ensuite leur demander de se remémorer leur expérience. À ce moment-là, on verrait s'il y a des différences objectives dans la façon dont l'expérience a été mémorisée. Ça permettrait de voir quelles zones du cerveau sont impliquées. Ça permettrait d'avancer, simplement en s'attachant à quelque chose d'objectif qui est un souvenir. Ça, c'est tout à fait à notre portée. C'est pareil. Le problème, c'est que des heures de laboratoire avec tout un appareil d'imagerie fonctionnelle, ça coûte très cher. Et le personnel compétent qui va avec. Bien entendu, le laboratoire, c'est les lieux, le matériel et le personnel, et les connaissances, et le savoir-faire, et la volonté et l'objectivité. Pourtant, il y a eu des hommes politiques, et non pas des moindres, qui ont vécu des expériences de mort imminente. Est-ce que ça ne peut pas aider ? Je pense à Jean-Pierre Chevènement, par exemple. Jean-Pierre Chevènement, personne ne sait s'il a vécu quoi que ce soit. Il a vécu un coma prolongé. Je n'ai pas connaissance qu'il ait vécu quoi que ce soit. Après, dans la mesure où les hommes politiques sont des gens normaux, entre guillemets, pour la plupart,
on peut supposer qu'il y a la même proportion de gens qui ont vécu cette expérience chez eux que chez n'importe qui. Bien sûr. Donc, oui, pourquoi pas. Maintenant, je pense que si c'était le cas, enfin, si quelqu'un qui a du pouvoir ou le pouvoir de dégager des crédits pour une recherche avait cette volonté, ça se saurait, ça c'est pas encore arrivé. Alors on attend, pourquoi pas. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter donc de mieux pour votre recherche et pour Jans pour cette année 2008? Je viens de vous dire, on peut rêver, voilà, que ces rêves se réalisent. Oui. Espérons alors. Je sais pas, qu'on tombe sur un mécène, mais un mécène qui ne soit pas avec un a priori, quelqu'un qui ne décide pas, je vous donne des sous, mais vous me prouvez que. Oui, voilà, tout à fait. Parce que ça, une recherche scientifique ne peut se faire que de manière objective et sans a priori, si vous voulez. Ouais. Bien écoutez, si l'équivalent d'un demi-Bill Gates ou d'un Steve Jobs nous entend, qu'il a quelques sous disponibles, pourquoi pas. Même un dixième, ça suffirait. Oui, concernant Bill Gates, oui, ça suffirait largement. Merci beaucoup, docteur Jourdan, en tout cas. C'est moi qui vous remercie de votre intérêt et de ces émissions. Je rappelle. Toujours quelque chose. Écoutez, j'espère en tout cas. Je rappelle le titre de votre livre, Deadline, sous-titre Dernière limite. C'est aux éditions Les Trois Orangers. Dans quelques instants, le psychologue Nicole Leblond va venir nous rejoindre pour parler de l'aspect plutôt psychologique et spirituel, justement, des expériences de mort imminente. À bientôt, docteur. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Sud Radio. Les aventuriers de l'étrange. Nicole Leblond, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie de Jans France, vous êtes psychologue clinicienne et psychothérapeute, et vous avez établi une relation tout à fait intéressante entre ceux qui ont vécu les expériences de mort imminente, les NDE, et puis certains ou certaines grandes mystiques de la spiritualité occidentale, en l'occurrence Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila qui est une sainte en 1500 et quelques, si je me souviens bien. Du XVIe siècle. Oui. Voilà, espagnole. Oui. Et qui a fondé le Carmel, voilà. Qui n'a pas fondé mais qui l'a reconstitué. Et qui a créé plus de 17 monastères. C'est ça, oui, c'est le nombre exact, je ne sais pas, mais elle indique par là qu'elle était bien dans la réalité. Oui. Tout à fait. Alors, expliquez-nous comment, parce qu'on ne peut pas séparer évidemment la spiritualité vu les différents témoignages de ceux et celles qui ont vécu les NDE et puis le contact avec cette fameuse lumière, donc là qui fait référence directement à Dieu ou à une idée de Dieu. Comment avez-vous établi donc le parallèle qui peut paraître comme ça de prime abord surprenant entre les états mystiques de Sainte Thérèse d'Avila et ceux qui ont vécu des NDE? Alors, d'abord, je crois que effectivement, on va parler là de spiritualité, mais en fait, ce n'est que la spiritualité qui traite de ces états. Ouais. En psychologie, personne ne s'en est occupé, si vous voulez, que ce soit sur le plan psychanalytique aussi, sauf peut-être, c'est pas peut-être Jung, voilà. Mais enfin, il n'a pas travaillé. Il a travaillé sur des grands rêves où on voit absolument aussi quelque chose de la même chose, c'est-à-dire que ces grands rêves sont marqués dans la mémoire de façon indélébile de la même façon que pour les NDE, les EMI et les états mystiques de Sainte Thérèse d'Avila. Ouais. Alors donc moi, il s'est trouvé que je m'intéressais à la spiritualité depuis longtemps et que j'avais depuis quelques années entre les mains le livre de Sainte Thérèse d'Avila, un des livres qui s'appelle Le chemin de la perfection. Dans un premier temps, ça m'a absolument pas intéressée parce que il y avait des notions de péché, tout ça. Je voulais pas tellement le lire. Et puis je suis revenue, puis je me suis aperçue que elle avait un certain talent. Qu'à la limite, elle aurait pu faire un bon psychiatre ou une bonne psychologue. Ouais. Et comme il se trouvait que moi, je m'occupais aussi, entre autres, d'états de conscience modifiée, d'hypnose, de sophrologie, et donc
ce dont elle me parlait c'est de l'oraison, qui est en fait une méditation, excusez-moi, une méditation chrétienne. Et je me suis dit, tiens, il y a des points communs. Et au fur et à mesure, j'ai lu l'ensemble de ces livres et qui me dépassaient largement. Mais il y avait quand même un certain nombre de choses que je comprenais. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples peut-être un peu plus précis qui vous ont permis comme ça d'établir des passerelles entre Sainte Thérèse d'Avila et ceux qui ont vécu Sainte Thérèse d'Avila et ses états mystiques et ceux qui ont vécu des NDE à travers ces méditations ou ces prières, Sainte Thérèse d'Avila rentrait dans un état modifié de conscience? Oui, c'est-à-dire qu'elle pouvait... alors, ce qu'il faut savoir que c'est comme les expérienceurs, enfin les témoins de NDE et de NI, c'est une expérience vécue. C'est absolument pas spéculatif. Une expérience vécue intime. Donc, ils parlent, je dirais, de leur expérience. Et elle, effectivement, à force d'entrer dans ces états d'oraison, donc qui est une méditation chrétienne orientée vers le Christ, elle a été, bon, tout le monde sait qu'elle lévitait, mais elle a été saisie par cette lumière et elle pour un, comment dire, elle avait absolument dans sa relation de ces états les mêmes paroles que ceux qui avaient vécu une expérience de mort imminente. Alors il y a des différences parce que ce n'est pas du tout dans les mêmes circonstances, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que, alors ce qu'il y a, c'est que la similitude aussi, c'est que il n'y a pas de participation volontaire à ces états. C'est-à-dire, les gens ne se disent pas, je vais aller vers ça. Ça leur arrive. Et même en état de méditation, même si elle méditait, elle peut pas décider si ça va arriver ou pas. Oui, elle laissait venir à elle. Oui, en quelque sorte. Il faut savoir que on parle de rapt, c'est-à-dire la personne est saisie et sa volonté n'y est absolument pour rien, même si elle semble faire quelque chose pour ça. Ça se produit ou ça se produit pas. Là, il y a au Canada, il y a un travail qui est fait par Mario Beauregard, qui a prié une carmélite d'avoir une expérience mystique. Et elle a ri parce qu'elle lui a expliqué qu'une telle situation était une grâce qui était accordée par Dieu et ça pouvait pas être vécu à la demande. Oui, tout à fait. Il nous en a parlé d'ailleurs la semaine dernière sur cette antenne et avec des expériences tout à fait intéressantes. Voilà. Donc la volonté n'y peut rien. C'est même un obstacle. Voilà. Ouais. Alors, si vous voulez, c'est un peu compliqué, mais... Est-ce qu'on peut faire le parallèle entre tous ceux et celles qui ont vécu des expériences de mort imminente et qui ont surtout été en contact avec cette fameuse lumière? Oui, mais c'est pareil, ils sont saisis, si vous voulez. Oui, tout à fait. Ils sont saisis dans cette situation. Alors, la différence, c'est que Sainte Thérèse d'Avila n'a pas de décorporation. Oui. Hein. Elle n'a pas de décorporation, mais elle se sent absolument aspirée vers cette lumière, si vous voulez. Et alors là, elle peut avoir des paroles, c'est-à-dire que la phase de décorporation, elle est un peu morte à l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle n'entend plus rien de ce qui se passe dehors ou de très peu, mais en tous les cas, il n'y a pas cette vision au-dessus, comme certains expérienceurs peuvent avoir, mais pas tous, en fait. Et puis, dans le cadre de Sainte Thérèse d'Avila, elle faisait ça dans un cadre justement très précis, religieux, c'est-à-dire que pour elle, il n'y avait pas de doute possible, cette lumière, c'est l'approche de Dieu. Voilà, tout à fait. Donc évidemment c'est un autre discours venant de sa part, mais quand on fait fi un petit peu de cette carapace, je dirais, de cette ornementation religieuse, on retrouve les mêmes fondements que ceux et celles qui ont vécu des NDE. C'est ça. En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ces états-là n'ont été décrits que dans la spiritualité. D'autres grands mystiques ont vécu cela, j'imagine aussi. Oui, bien sûr. Si
voulez, le relate de façon différente. Bien sûr. Mais si vous voulez, ce que j'ai trouvé chez Sainte Thérèse d'Avila, et là je suis en train de rechercher auprès d'autres mystiques, mais il me semble, pour le moment en tous les cas, que Sainte Thérèse d'Avila a eu une expérience, je dirais, tellement proche de ce que les expérienceurs peuvent relater, si vous voulez. Oui. Parce qu'effectivement, elle n'a plus eu de crainte de la mort, elle a eu une compassion, elle dit qu'elle change complètement à tous les niveaux. Mais alors, il faut savoir que c'est un travail sur de nombreuses années. Hein. Ça n'a pas été comme ça d'un seul coup. Hein. Ouais. Donc elle était malade, elle est plus malade, elle se sent mieux beaucoup plus physiquement, psychiquement et bien sûr spirituellement. Et ce qui a donné une force pour construire tous ces monastères et convaincre tout le monde. Quoi. Tout à fait, parce que c'était pas gagné au début, hein, voilà. lorsqu'elle a entamé sa marche pour établir ces monastères, effectivement. Dites-moi, Nicole Leblond, en règle générale, dans quel état psychologique sont ceux et celles qui ont vécu une expérience de mort imminente juste après? Ils sont comment? Est-ce que vous avez eu l'occasion de recueillir ce genre de témoignages? Ils se sentent différents. Ils ont l'impression d'avoir, la plupart du temps, c'est ce qu'ils disent, avoir rencontré Dieu. Ouais. Et pour certains d'entre eux, il y a un retournement de leur état de pensée, de leur psyché. C'est-à-dire que les valeurs ne sont plus les mêmes, quoi. Et en même temps, une forme de détachement. C'est-à-dire que ils sont moins dans le manque. On est tout à fait dans le discours mystique, là. Hein? Oui. Mais, on est encore en parallèle, hein. Ah oui, mais il y a aussi ce détachement dû au fait parce que les personnes disent qu'elles ont rencontré cet amour inconditionnel, quoi. C'est-à-dire qu'elles ont ressenti aussi bien dans leur corps que dans leur esprit. Mais ce que je voulais vous demander, c'est juste après avoir vécu cette expérience, parce que j'imagine que quand on vit une expérience de mort imminente, il faut quelque temps pour la digérer, pour l'assimiler. Est-ce que vous avez une idée de ce temps-là, en règle générale? Non, je pense que, si vous voulez, le résultat est instantané. Quand les gens reviennent à leur état de veille normal, ils ont tout de suite, je veux dire, la modification est instantanée. Elle est peut-être pas suffisante, elle peut se perdre, elle peut... parce que même si le souvenir est indélébile, il y a quand même des éléments qui se perdent. Vous savez, les gens disent j'avais l'impression de tout comprendre, etc. Sainte Thérèse d'Avila le dit aussi. Hein, cette omniscience, cette espèce de tout savoir sur tout, de faire partie vraiment voilà, intégrante. Mais quand ils reviennent, ils peuvent plus le redire. Oui. C'est-à-dire il y a une espèce de savoir qu'ils avaient et qui a disparu. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi trouver, je dirais, dans les rêves nocturnes. Il y a quelquefois des gens qui vont trouver des solutions, par exemple des savants, enfin, en pleine nuit, ils vont le noter tout de suite parce que sinon le lendemain matin, ils vont pas savoir. Il y a quelque chose en nous qui sait que nous ne savons pas à l'état de veille. Est-ce que vivre une expérience de mort imminente occasionne une souffrance malgré tout? La souffrance, c'est de revenir. Ouais. C'est pas, il n'y a pas souffrance. Je veux dire, après, ils abandonnent le changement, le changement de valeur, le changement d'attitude, etc. N'occasionne pas de souffrance. Pour eux, c'est une évidence. Ah, après. Si, ça occasionne une souffrance. Parce que ce qui occasionne une souffrance, c'est que ils peuvent pas en parler, puisque, enfin, maintenant on commence à en parler, mais un petit peu, parce que, si vous voulez, étant inhabituel, n'étant pas relaté, etc.
les gens ont peur qu'on assimile ça à de la folie ou qu'on n'en tienne pas compte, quoi. Et c'est difficile de ne pas pouvoir en parler. Ouais. Et est-ce que ils mettent la première question, c'était en ce qui concerne la digestion de cette expérience de mort imminente. Quand ils se réveillent, ils ont un questionnement, j'imagine. Est-ce qu'ils se disent ce que j'ai vécu là, les souvenirs qui me reviennent en mémoire, je l'ai réellement vécu, ou est-ce qu'ils se disent également, ou alors je suis en train de devenir fou? Est-ce qu'il y a ces deux questions comme ça? Non, la plupart du temps, ils sont, si vous voulez, ils l'ont réellement vécu. Hein. Oui. Non, mais ils le vivent comme l'ayant réellement vécu. D'accord, donc ils ne se posent pas la question, pour eux c'est une évidence. C'est une évidence, mais ils ne vont pas le relater parce qu'ils ont la peur de l'incompréhension de l'entourage. Voilà. Ouais. Alors que ce soit le corps médical, etc., bien que maintenant ils commencent, je dirais, à connaître le phénomène, quoi. Oui, tout à fait. La constante, les différentes constantes que vous avez pu dégager après avoir lu, rencontré, entendu beaucoup d'expériences de mort imminente. Il y a d'abord la peur de la mort qui s'efface totalement. Oui, c'est ça. Ce qu'il faut savoir, j'ai pu le constater, c'est que ça donne une force qui n'existait pas avant. Ça donne une force au moi. Oui. Et durablement? Alors là, les études longitudinales, il n'y en a pas eu. Enfin, moi, il n'y en a pas eu suffisamment. De ma part, j'envisage peut-être de le faire, mais pour le moment... Alors, effectivement, il y a quand même des gens qui ont eu ces expériences depuis une quarantaine d'années. C'est toujours présent. Ça a modifié quelque part le cours de la vie. Maintenant, est-ce qu'il s'est reproduit autre chose? Ça, il faudrait faire des enquêtes pour voir est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont pu se produire. Là, nous sommes encore dans la période où l'on peut se souhaiter les vœux. Nicole Leblond, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans le cadre de votre étude justement sur les expériences de mort imminente? De quoi auriez-vous envie, un souhait pour 2008? Écoutez, c'est très gentil. Eh bien, écoutez... Jean-Pierre Jourdan a répondu des budgets pour pouvoir vraiment avoir un vrai laboratoire avec des compétences et oui, bosser. Parce que si vous voulez, nous travaillons les uns et les autres quand on a un peu de temps à nous, puisqu'on a une profession, donc il faut s'y consacrer, et c'est quand on a du temps, quoi. Et moi, je sais que j'ai pas trop de temps pour ça. Voilà. Donc du temps. Et un budget aussi, ça pourrait aller bien. Ce serait pas mal. Merci beaucoup en tout cas Nicole Leblond. Et puis à très bientôt sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Bonne soirée. Au revoir. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. C'est fini pour les Aventuriers de l'étrange de ce soir. On se retrouve évidemment volontiers demain soir à partir de 22h jusqu'à minuit avec deux sujets demain soir. Alors premier sujet, ce sera Judas. Judas, est-ce un traître ou, comme certains ont soulevé cette hypothèse, est-ce au contraire le préféré de Jésus, l'initié parmi les initiés, qui a accepté volontairement d'endosser le rôle de traître pour que Jésus aille mourir sur la croix et ressusciter après? Eh bien écoutez, Jacques Duquesne, le grand historien, s'est posé la question, ça a donné lieu à un livre. Il sera demain soir mon invité. Et puis un nouveau numéro du magazine Nexus vient de sortir. J'aurai le plaisir de recevoir le rédacteur en chef, le directeur de la publication, de Nexus, qui sera mon invité demain soir. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio.